Bienvenue dans cette édition de Dialogue avec, consacrée aujourd'hui à la femme puisque nous sommes le vendredi 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers YouTube, Twitter, Facebook ainsi qu'Instagram. Nous avons plusieurs invités aujourd'hui. J'aurai avec moi Madame Gisèle Ndaya. Madame Gisèle Ndaya est présidente du conseil d'administration de la Caisse de solidarité et gestion des catastrophes humanitaires. Madame Gisèle est aussi ancienne ministre du genre, de la famille et des enfants de la République démocratique du Congo. Je ne la vois pas encore sur l'écran, donc je pense qu'elle n'est pas encore connectée, mais elle nous rejoindra certainement plus tard. Nous aurons aussi avec nous Madame Valériane Dena. Madame Valériane Dena est fonctionnaire des Nations Unies depuis plusieurs années, mais elle est présentement basée au Sénégal. Bonsoir, Madame Valériane. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend parfaitement bien. Nous aurons aussi avec nous ce soir Madame Mianda Mwepu, représentante pays de l'ONG African Bureau Development Solutions. Bonsoir, Madame Mianda. C'est souci technique, elle doit peut-être tourner sa caméra. Bonsoir, Madame Mianda. Elle reviendra plus tard. Nous avons aussi parmi nous le docteur Gilles. Le docteur Gilles Bolekou est médecin spécialiste en santé publique et il travaille dans la coordination des projets de santé pour les questions d'égalité de genre et d'empowerment féminin. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir. En tout cas, je suis enchantée de vous avoir tous parmi moi et j'espère que l'émission va se passer agréablement. Alors, ce soir, nous allons discuter, notre discussion va tourner sur le thème de l'ONU, en fait, investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Je vais donc proposer à nos invités de se présenter succinctement. Je vais commencer par Madame Valériane Dena. Vous allez vous présenter et ensuite nous dire un petit peu ce que vous faites au sein de votre vie professionnelle. D'accord, merci beaucoup Madame Patricia. Donc, je suis Valériane, je suis congolaise, je suis mère, je suis épouse. Avant d'être experte des Nations Unies, mais en même temps, je suis plutôt économiste de formation. Et je suis économiste du développement rural. J'ai, on va dire, un peu plus que 13 ans d'expérience en tout ce qui concerne la gestion des programmes et dans la coopération au développement rural, principalement l'aide humanitaire et bien sûr, coordonnateur de partenariat stratégique. Donc, en ce moment, je m'occupe du partenariat au niveau de la région d'Afrique de l'Ouest et centrale pour les Nations Unies, donc je couvre à peu près 19 pays. Et donc voilà, je suis basée pour l'instant à Dakar, mais ne soyez pas étonnés que peut-être dans quelques mois ailleurs. Donc voilà. Merci, Mme Valériane. Donc, nous allons donc passer au docteur Gilles. Docteur Gilles Bolekou, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous. Moi, je suis docteur Gilles Bolekou. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans la coordination des projets, spécialement avec la coopération canadienne. Et je suis très intéressé par la question de masculinité positive et l'empowerment féminin. Et donc, c'est à peu près à ce titre-là que je vais ici regarder dans ce panel essentiellement féminin. Voilà, merci. Merci, docteur. Merci. Bonsoir, Madame Mianda. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame Mianda. Ça va, vous êtes connectée là? Ça marche? Je crois que là, ça doit marcher. J'ai eu un petit souci technique, je m'en excuse. Il n'y a pas de... Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Donc, je disais donc que Madame Mianda Mwepu est représentante pays de l'ONG African Bureau Development Solutions. C'est une ONG axée sur le leadership et développement des compétences des femmes. Elle est aussi créatrice et développeur de projets et de formation. Elle est basée à Kinshasa.
Alors, nos autres invités se sont présentés pendant que vous étiez en train de vous connecter. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter succinctement et ensuite nous allons chuter sur quelques questions. Ben, voilà, comme vous l'avez dit, je me nomme Linda Mouepou et je suis la représentante pays donc, de mon ASBEL, qui est un cabinet qui accompagne les femmes dans le renforcement des compétences, mais aussi les jeunes, sur des volets, deux différents volets principalement, dont l'entrepreneuriat et le développement du leadership. Notre cabinet accompagne aussi les entreprises de la place, les femmes aussi dans les entreprises, et nous sommes aussi dans la production des supports audiovisuels. 25 ans de carrière, si je vais me présenter rapidement sur mon parcours. Mon travail avec les femmes a démarré en 2012 à travers différentes structures. Beaucoup plus évolué dans le monde du développement humanitaire. J'ai travaillé pour des organisations internationales telles que Catholic Relief Service, PSI, le Conseil des industries suédoises. Et après, j'ai continué mon parcours vers le secteur privé, plusieurs années au sein d'une entreprise de gestion de ressources humaines, jusqu'à ce que je me décide à évoluer sur mon propre label. Voilà. Merci, Madame Yanda, brillant parcours. Je vais d'abord donc continuer avec vous. En fait, le thème de ce soir, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, ma première question vous sera dédiée. Je voulais savoir, en regardant un petit peu sur les réseaux sociaux, tout le travail que vous faites en termes de formation pour les jeunes femmes et le mentorat. D'où vous est venue l'idée de faire du mentorat pour les jeunes filles? Est-ce que vous avez vu un gap dans la société congolaise? Essayez un peu de nous expliquer comment est-ce que vous avez commencé à aborder cette question-là. Je dois avouer que moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle très jeune. Donc, aux sorties de mon premier cycle universitaire, après mon graduat, dès que j'ai fait mon stage professionnel, j'ai été retenue là où je l'avais fait, Dieu merci. Et c'est là que débuta ma carrière professionnelle. Alors, j'ai personnellement d'abord été une des personnes qui a vécu le gap existant en ce qu'on apprend à l'école et à l'université et ce qu'on vit dans la vraie vie professionnelle. Il y avait justement beaucoup de théorie, mais très peu de pratique. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une personne qui vous prend sous vos ailes et qui vous accompagne dans ce développement de vos compétences et de cette carrière, de ce plan de carrière. Malheureusement, à l'époque, moi, je ne l'ai pas eu. Déjà, le monde professionnel était encore plus dominé par les hommes et les femmes étaient vraiment minoritaires dans le monde professionnel. Donc, il y avait très peu de femmes aussi qui étaient disposées à prendre les autres femmes sous leurs ailes pour leur apprendre, sous forme d'un mentorat, les skills dont elles avaient vraiment besoin. Donc, j'étais d'abord une personne qui a subi ça et j'ai compris que ce n'était pas évident d'apprendre, de pouvoir appliquer toutes les notions qu'on apprend à l'école, à l'université, dans la vraie vie professionnelle. Après, comme je disais, j'ai évolué au sein d'une structure qui se nomme le Conseil des industries suédoises, qui accompagne les entreprises et qui les aide justement à identifier les gaps dans leur performance. Et l'un des projets l'un des piliers que nous avions mis en place pour nos bénéficiaires était justement de développer des mentorats au sein des entreprises pour accompagner les jeunes professionnels. Après, on est allé au-delà de cela et on a commencé à développer le même concept pour les universités. Donc, on a mis en place des programmes. Je pense qu'elle doit avoir un souci technique. On va continuer avec Madame Valériane. On va rebondir avec Madame Valériane. Madame Valériane, merci de nous avoir expliqué un petit peu, de nous avoir donné votre expérience professionnelle au sein de l'ONU. Et j'aimerais savoir un petit peu, juste pour comprendre,
en fait, qu'est-ce que vous faites au sein de l'ONU et comment cela impacte la communauté, en fait, et aussi les femmes. Et pour aussi rester dans le thème d'investir en faveur des femmes, quel impact est sur la durée, comment est-ce que vous régulez ça au travail? Merci beaucoup. Peut-être avant que je revienne sur mon travail, si vous me permettez, Madame Patricia, je voudrais juste, vu que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, revenir un petit peu sur la question de la femme africaine, la question de la femme noire. Quand on regarde un peu brièvement les statistiques, j'aime bien jongler avec les chiffres parce que ça nous dit un peu où est-ce qu'on est. Souvent, on a quand même 50% des humains qui sont des femmes en Afrique, si je les prends en tant que continent un petit peu à part, et on a 70% de ces femmes qui vivent en milieu rural. Et 70% à 80%. Donc 70% c'est vraiment les populations de lait, et 80% c'est la moyenne générale pour l'Afrique, où on a ces femmes qui vivent en zone rurale, avec les besoins, bien sûr, du milieu rural. Et bien sûr, 60% d'entre elles qui travaillent dans l'agriculture, qui font vivre l'économie africaine au sens propre et au sens large aujourd'hui. Et c'est quand même une information qui, normalement, interpelle ceux qui prennent des décisions à voir comment est-ce que l'on le priorise. Malheureusement, avec tous les efforts qui sont entrepris dans les, j'ai envie de dire, dans toutes les plateformes de prise de décision et de discussion, autant des gouvernements que des sous-régions, mais aussi au niveau de l'Afrique, dans le niveau africain en règle générale, tous les engagements pris par les nations d'investir énormément dans l'agriculture, sérieusement dans l'agriculture et dans le développement rural, pataugent encore aujourd'hui. Et alors que, bien sûr, j'ai envie de dire, d'un côté, les bénéficiaires principaux de ce secteur qui est moteur, on le voit, les chiffres ne le cachent pas, c'est les femmes, c'est les jeunes femmes, parce qu'elles sont le plus à porter cette économie. Bien sûr, elles sont actives dans le secteur agricole au sens large. Là-dedans, il y a la pêche, l'élevage et un petit peu la transformation de base des produits agricoles. Et le secteur informel qui est de la vente et de la commercialisation qui va avec. Et si on compte en fait tous ces secteurs-là, on a très vite une masse des femmes qui sont investies dans ce domaine. Malheureusement, les États prennent beaucoup d'engagements, mais n'y tiennent pas. Et une chose pour laquelle je voudrais peut-être interpeller ceux qui vont pouvoir nous écouter, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'au niveau socio-économique, on peut représenter cette force de mobilisation, cette force de demande, parce que lorsqu'on peut d'une réelle redistribution de dividendes, par exemple, des mines, pour certains de nos pays en Afrique, vers le secteur agricole, certains entendent aller acheter des tracteurs à distribuer à des grandes personnalités, alors que derrière cette économie agraire et agricole au sens large, on a des femmes qui, à la houe, font tenir les économies, font tenir les nations, même sans la mécanisation. Maintenant, investir dans ces secteurs-là reste prioritaire parce que cette femme a besoin de l'énergie pour avoir moins de travail. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit en m'introduisant, je suis mère, je suis épouse avant d'être aux Nations Unies. Et pour beaucoup de celles qui sont investies dans le secteur agricole, elles sont aussi mères et elles sont aussi épouses. Donc, elles ont une masse de travail beaucoup plus difficile que ces hommes. Donc, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de la mécanisation qui pourrait être un moyen de réduire leurs efforts de travail, mais aussi tenir compte d'un certain nombre de, je dirais, réglementations, mais aussi subventions, mais aussi de taxations, adaptées qui permettraient à ces femmes de pouvoir tenir. Je pourrais pas, pour revenir à la question, Madame Valériane, avant de continuer, j'ai une autre petite question juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, en termes de projet dans l'agriculture, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement juste un projet qui a été mis en place, par exemple, par votre travail, pour que nous ayons une meilleure compréhension un petit peu de quoi est-ce que vous parlez? Par exemple, dans n'importe quel domaine, que ce soit agriculture ou dans les mines, ou etc., juste un projet pour qu'on sache un petit peu de quoi est-ce que vous parlez.
Bien sûr, bien sûr. Alors, j'étais chargée j'étais chef de programme en fait de ce qu'on appelle le programme de résilience intégrée en RDC pendant plusieurs années dans plusieurs provinces, on va dire Nord, Sud, Kivu, Tanganyika, alors l'ancien Équateur, Nord et Sud du Bangui. Et là, principalement, on travaillait à la fois sur, on va dire, sur toute la chaîne de valeur agricole de base. Et ça veut dire accompagner les petits producteurs. C'est-à-dire que dans le contexte congolais, les ménages qui sont investis dans l'agriculture ont un certain niveau de production agricole et qui est souvent très limité. Je peux donner un exemple un peu quantitatif. Un ménage agricole va produire en fait 1 hectare en moyenne qu'est-ce que je dis? 1 tonne de maïs sur 1 hectare en moyenne en tant que tel, alors que la moyenne internationale aujourd'hui est à 10 et même à 16 pour certains pays comme les États-Unis. Donc, si on met ça à l'échelle, avec 100 000 ménages qui produisent, vous voyez ce que ça représente en termes de production agricole. Donc, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on accompagne ces petits producteurs-là avec les moyens de base qu'ils ont, avec les intrants et tout ce qui va avec au niveau de la production, mais aussi en amont, donc travailler sur tout ce qui est en aval, pardon, de travailler sur tout ce qui est réduction des pertes agricoles, toute une transformation de base, hein, le séchage du maïs, par exemple, pour éviter que l'on puisse avoir de l'aflatoxine. Je crois que le médecin pourra nous dire mieux là-dessus, mais l'aflatoxine qui est cancérigène, etc., quand on a beaucoup plus d'humidité dans le maïs, donc assurer une certaine qualité. Maintenant, l'intégration vient aussi dans le sens où lorsqu'on a des programmes de cantine scolaire dans des écoles où normalement les enfants reçoivent un repas chaud, ces mêmes familles qui envoient leurs enfants à l'école et qui disent ne pas pouvoir vendre cette production, cette surproduction, parce qu'ils ne vont pas consommer la tonne de maïs qu'ils ont produit tout seuls, ils doivent trouver un marché pour le vendre, de pouvoir intégrer ces achats qui peuvent être rachetés, redistribués dans les écoles, mais aussi pas que au niveau des programmes humanitaires qui existent, hein, avec l'assistance alimentaire dans un pays comme le Congo. C'est un peu quand même dommage que l'on puisse importer énormément de produits agricoles alors que ce n'est pas la terre qui nous manque, ce n'est pas la capacité de produire qui nous manque, de pouvoir donc racheter les surplus pour être investis. Malheureusement, comme dans le contexte congolais, on est dans un grand déficit, si vous voulez, des produits agricoles. Donc, en moyenne, on importe 5 milliards de production des produits alimentaires de base. Donc, même quand on a réussi à faire cette surproduction dans certaines zones, le rachat ne peut pas être directement garanti pour justement éviter la question de si on rachète trop, mais on crée une imbalance entre la demande et l'offre qu'il y a sur le marché qui peut, pour certaines zones, générer une inflation des prix. Donc, c'est des choses qui doivent être aussi au niveau économique, micro-macro, être suivies pour garantir, si vous voulez, cet accompagnement des petits producteurs, donc après du niveau coopératif, leur intégration avec le système financier, donc les rendre comment je dis, financièrement indépendants. Et bien sûr, on avait 70% de nos bénéficiaires, c'était des femmes. Parce que c'est elles qui tenaient l'économie au niveau des ménages et surtout la question du champ dans beaucoup de cultures en général à RDC. Ça, c'est les types de programmes sur lesquels j'ai travaillé, je travaille, même si mon travail actuel, pour revenir à votre question, c'est du partenariat, de la levée des fonds pour ce type de programme. Et bien sûr, rechercher des partenariats stratégiques avec des organisations à la fois nationales, internationales, sous-régionales, africaines, qui peuvent, pas seulement par des plaidoyers, mais aussi par la mise en œuvre des programmes, créer ce changement que l'on veut voir en Afrique, mais aussi dans mon pays, spécifiquement la RDC. Merci beaucoup, Madame Valériane. Le docteur Gilles, vous travaillez aussi dans la coordination des projets, mais plus dans le domaine des santé. En fait, quels sont les défis majeurs que vous pouvez rencontrer, par exemple, lorsque vous essayez de mettre en place un projet et de faire le suivi dans le long terme? Si vous pouvez nous parler un petit peu de ça.
Il nous entend. Merci, Madame Patricia. Si on m'entend, est-ce que on vous entend très bien. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille dans la coordination des projets. Et depuis 20 ans, j'ai un tout petit peu observé l'évolution de la question de la place de la femme, aussi bien dans le système de santé, mais beaucoup plus en tant que bénéficiaire. Et le thème d'aujourd'hui est quand même révélateur. Hein. Quand on dit investir dans les femmes, accélérer le rythme, c'est que en fait, cet investissement n'a pas évolué selon les attentes, selon les prévisions, et qu'il faille maintenant retrouver encore un élan pour pouvoir relancer cet investissement et pouvoir combler le gap. Et justement, la question est celle-là, le gap à combler, parce que quand vous allez dans le système sanitaire en tant que tel, quasiment tous les postes de responsabilité sont occupés par les hommes. Quand vous allez au niveau des bénéficiaires qui, en général, on dit, hein, les femmes, c'est plus de 50% de l'humanité, hein, c'est 51% de l'humanité. Donc, en fait, elles doivent être les premières bénéficiaires de nos actions. Mais est-ce que la réflexion stratégique qui est faite sur le plan des programmes de santé met en avant les femmes besoins spécifiques? C'est toute la question. Les femmes ont des besoins spécifiques qui doivent être comblés. Est-ce que les décideurs qui sont au niveau du système ont conscience que justement ces femmes... Et la question qui est emmenée justement pour répondre à ça, c'est toute la théorisation de genre, l'autonomie. Mais dans la pratique, comment on le fait? On arrive à intégrer ces aspects d'égalité de genre au programme. Est-ce qu'on doit s'arrêter à des listes sexo-spécifiques qui disent qu'il y a autant d'hommes, il y a autant de femmes? Je pense, et moi, de mon expérience, je suis vraiment partisan des petites victoires. Des petites victoires. J'ai entendu tout à l'heure Madame Valériane dire « Ah oui, il faut de la production, il faut qu'on aide les femmes. » Mais quand une femme a produit, est-ce que du fruit de sa production, ou ce fruit de sa production est canalisé justement pour la jouissance de l'homme, le chef de la famille? Une femme qui produit, a-t-elle le droit d'utiliser cet argent pour aller se faire soigner quand elle est malade? Est-ce qu'elle ne doit pas nécessairement qu'un homme, que ce soit l'homme qui vienne pour dire maintenant tu peux utiliser cet argent, je pense que tu peux aller à l'hôpital? Et nous, on a vécu des drames comme ça, où les femmes, avec leurs enfants, fondre un homme qui est allé à la femme sans moyen de communication, etc. Que justement, elle n'a pas l'autonomie nécessaire pour pouvoir décider de ce qu'elle fait, donc elle doit produire. Je suis allé, il y a quelques mois, j'étais au Kasaï, et c'est ce que nous avons vécu. Les femmes se plaignent de ne pas pouvoir avoir la main sur le fruit de leur travail. Et donc, nous, la question, c'est comment dans le quotidien, le médecin qui décide de la planification de santé doit intégrer ces aspects d'égalité de genre en compte les besoins spécifiques d'une femme. Par exemple, quand on fait des commandes de médicaments, on sait qu'une femme a droit à la contraception ou à la planification familiale. Donc, dans ma réquisition à moi que je fais pour avoir des médicaments par rapport au bailleur, je dois faire attention pour que justement ces intrants-là ne manquent pas. Pour que les femmes qui ont besoin de contraception puissent y accéder, parce que c'est quoi qui tue les femmes? C'est trop d'enfants, des enfants trop rapprochés, et l'incapacité justement d'aller accoucher dans des structures de santé qui ont le plateau technique requis. Donc vraiment, nous le défi, et moi je travaille, j'ai beaucoup de... Oui. Docteur Gilles, excusez-moi de vous interrompre. Oui, je voulais savoir en fait,
Quand vous dites les femmes ont un problème en termes d'accès à la contraception, est-ce que vous parlez de la ville de Kinshasa, qui est une capitale, ou alors vous parlez de vos projets que vous avez dû à faire, par exemple, un peu à l'extérieur? Parce que j'aimerais vraiment qu'on se situe en termes de accès aux médicaments et à la contraception pour la femme, pour essayer de comprendre si dans une capitale et dans une ville aussi grande que Kinshasa, les femmes ont accès à ce genre de médicaments et ont accès aux conseils, etc., dans la capitale déjà, avant même d'arriver à l'extérieur. Comment ça se passe pour vous exactement? Ben justement, le problème est à ce niveau-là. Ce n'est pas simplement en milieu rural comme on pourrait le croire, même en milieu urbain. Parce que justement, le taux de satisfaction au niveau de la prévalence contraceptive, le taux il est à 26%. Ça veut dire qu'il y a tout un gap qui n'est pas comblé. Mais c'est encore plus criant quand on va en milieu semi-rural ou en milieu rural. Moi, je parlerai du plateau de Batéké que je connais bien. Pour accéder à un centre de santé, les femmes, il y en a qui doivent parcourir 20, 30, 40 kilomètres et à pied. Donc, et les services qui sont là, comment un infirmier qui gère une population de 5000 personnes peut s'approvisionner correctement s'il n'a pas de moyens de transport, si le taxi passe jamais chez lui, s'il n'y a pas de bus, etc. Donc, la problématique se pose au niveau du pays entier, mais ça se pose avec un peu plus d'acuité dans le monde rural. Parce qu'on n'a pas toujours les prestataires formés comme il faut, on n'a pas toujours les intras aux endroits où ils doivent être. Mais après, c'est aussi la conscience des décideurs au niveau du système pour qu'ils que même la femme rurale, et surtout la femme rurale, a besoin d'accéder au conseil et la contraception parce que justement, son niveau de santé, son niveau de connaissance en santé est tellement bas qu'elle n'arrive pas à savoir que la contraception est un droit, pas une faveur. Et les hommes qui sont autour, justement, eux aussi, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils ne permettent pas aux femmes, justement, d'accéder, par exemple, à la contraception qui peut leur permettre de vivre plus longtemps et d'avoir des désirés et de manière régulée. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Mais je vais aller voir Madame Yanda. On va parler d'autonomie des jeunes femmes pour rejoindre un petit peu ce que le docteur vient de dire. Comment est-ce que vous pouvez connecter, comment est-ce qu'on peut connecter en fait ce que le docteur vient de dire en termes d'accès à la santé et l'autonomie en fait, comment autonomiser, comment est-ce que vous coordonnez en fait vos projets pour permettre à ces jeunes filles de comprendre qu'elles peuvent être autonomes et qu'elles peuvent accéder aux médicaments, à la formation, à l'emploi, à peu importe ce dont elles ont besoin assez facilement. Comment est-ce que vous abordez cette question dans vos formations et dans votre mentorat? J'ai beaucoup apprécié d'abord l'intervention du docteur parce que moi-même, j'ai évolué dans des programmes où on faisait la promotion justement du planning familial pendant longtemps. Et le constat était très amer de voir qu'effectivement, les femmes ne savent pas que la contraception, c'est un droit. Il n'y a rien qui puisse changer la position de la femme dans ce contexte tant qu'elle n'est pas informée sur ses droits. La première étape, c'est d'abord de les connaître, ses droits. Que j'ai droit au service de santé, que j'ai droit au planning familial, ça c'est quelque chose qu'elles doivent connaître. Donc l'éducation, le problème, c'est pourquoi pour moi l'éducation à tous les niveaux, c'est vraiment la première étape. Deuxièmement, quand on parle d'autonomie, ici, qu'on le veuille ou pas, la position de la femme dans la société congolaise reste une position vulnérable, même dans les foyers avec des moyens assez adéquats. Pourquoi? Parce que les facteurs socioculturels font que la femme est convaincue que même pour ses droits, elle doit aller négocier avec l'homme.
Et même quand elle négocie, elle ne sait pas négocier parce qu'elle se sent, elle est dépendante de l'homme mentalement, matériellement et à tous les niveaux. Donc, le problème de précarité de la femme, c'est un problème qui est vraiment, vraiment crucial et qui continue à mettre la femme dans une position de vulnérabilité, même dans la négociation, que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit l'accès à l'éducation, tout ça est lié. Donc, quand nous nous formons, nous voulons justement faire comprendre à la femme qu'elle doit sortir d'abord de cette pauvreté mentale. C'est aussi une pauvreté mentale, à mon avis. OK? Une pauvreté mentale, et puis on va passer au matériel. Parce que je peux vous dire que même dans les milieux ruraux, il y a des femmes qui ont un mental assez fort pour dire non à certaines choses. Je vais dire en anglais, despite. Au-delà des normes culturelles. Mais ça demande beaucoup. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que d'abord, la mentalité puisse changer. Quand on parle de leadership de la femme, le leadership de la femme s'applique d'abord sur elle-même, sur les décisions qu'elle prend pour sa vie, sur les décisions qu'elle prend, jusqu'où elle veut aller, où est-ce qu'elle se projette, quelle est sa position dans son foyer, quelle est sa position dans la société, quelle est la position qu'elle est dans les entreprises, quel est le rôle qu'elle veut jouer. Et ça part de là. Tant qu'on n'aura pas changé ce mindset-là, tant qu'on n'aura pas travaillé sur ça, et c'est toute une éducation, comme je le dis, ça sera difficile. Parce que moi, je rencontre des femmes que j'accompagne en entreprise, même dans des banques, et j'ai accompagné des associations de femmes chefs d'entreprise. Elles ont le même mindset, même pour des choses auxquelles elles devraient avoir accès de plein droit. La femme, elle va d'abord aller demander la permission à son mari. Si son mari est d'accord, qu'elle puisse utiliser des contraceptifs. Ce sont des choses qui se négocient. Et si l'homme dit non, ben la femme, elle ne va pas le faire. Absolument. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vraiment… C'est très clair. C'est clair. C'est vraiment à plusieurs niveaux qu'on a le problème. La précarité dont on parle aujourd'hui, on parle surtout, même quand on dit investissez en faveur de la femme, je ne pense pas qu'on est en train de penser à tout ce qui est pécuniaire, tout ce qui est argent. Investissez aussi, c'est dans le mental, c'est dans le mindset, la façon de voir les choses, de se concevoir en tant qu'individu ayant plein droit comme l'homme. Et c'est là qu'il faut que ça parte. Après, on peut commencer à parler de financement et autres, mais d'abord, on doit investir aussi dans le bagage intellectuel de la femme, dans l'éducation de la femme, pour pouvoir… Je suis partiellement d'accord, partiellement. OK, c'est bien qu'on puisse se challenger, hein, mais c'est mon point. Bien sûr, non, mais dans ce sens… Dans ce sens, moi, je pense que c'est plus un souci, je dirais un souci de société. En fait, bon, je vous la pose à tous les trois, vous pourrez répondre ou une personne pourra répondre, mais quel organe, en fait, dans notre société pourrait s'occuper de cette question? En fait, à part l'éducation, en fait, est-ce qu'il y a un organe spécial qui s'occupe de changement de mentalité ou quelque chose comme ça, parce que ça part de la mentalité, comme Madame Yandel vient de dire, c'est la mentalité. Par exemple, en RDC, est-ce qu'il y a un organe qui s'occupe de ce genre de choses ou c'est des choses qui se font individuellement? Chacun dans son coin, chacun dans sa famille s'organise avec ce qu'il a à sa portée et se créer sa mentalité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Valériane? En fait, personnellement, Merci. Il y a eu une annonce. Hein. Donc, vous ne savez pas. Non, je disais que j'étais partiellement d'accord parce que dans le mot investir, il y a certainement le social, l'éducatif, mais dans investir, il y a aussi les means, le financier. On ne peut pas dissocier. Madame Yanda a parlé de l'éducation, le docteur aussi. Tout ça a des coûts. Et les coûts doivent être engagés. Donc, on ne peut pas dissocier l'effort, même quand on parle de changement de mentalité, s'il faut qu'on fasse des campagnes, s'il faut qu'on fasse de la mobilisation,
il y a des coûts et quelqu'un en amont paye pour ça. Et c'est pour ça que moi, je disais que j'étais partiellement d'accord. Ce n'est pas pour challenger le point de vue de Madame Nyanda, au contraire, de dire il ne faut juste pas que l'on puisse dissocier ça avec les autres efforts. La question de l'autonomisation, on va dire dans le sens package de la femme, à la fois du rural que dans la ville, donc dans l'urbain, elle est foncièrement ancrée à la fois sur tout ce qui est poids culturel qu'on a, ils l'ont dit, mais aussi les réglementations structurelles qui sont faites aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple typique qui touche mon secteur, qui est l'agriculture et l'alimentation directement. C'est la question de la propriété de terre. Dans les coutumes et dans les us et coutumes et traditions au Congo, c'est que la terre se transmet de père en fils. La terre ne se transmet pas de père en femme, de mère en fille, pardon. Et cette question a été un très, très grand challenge, surtout parce qu'on a, dans ce milieu rural dans lequel je travaille le plus, ces femmes qui, elles, sont les premières utilisateurs de cette terre, qui sont les premiers garants des besoins des enfants qu'elles ont eus, fils comme filles, et dans beaucoup de ces cas, qui se retrouvent soit veuves, soit divorcées parce que le monsieur a décidé de se remarier à une cinquième autre, mais elles gardent cette terre et donc elles doivent prendre en charge les enfants, mais en arrière, on a cet homme qui est toujours propriétaire et qui vient lui demander de lui payer des gains. Et de voir comment est-ce que cela pouvait être changé. On a peut-être que vous le savez, on a une loi foncière, ça fait 40 ans, qui n'a pas été vraiment revisitée. J'espère que les autorités sont en train de faire leur travail dans ce sens-là. Il y a quelques mesures qui sont mises en place, mais elles ne suffisent pas pour les terres traditionnelles, parce qu'en ville, c'est facile, plus ou moins, du moins réglementé. Comment est-ce qu'on peut avoir un acte de propriété? On peut accompagner les ménages dans ça. Mais en milieu rural, c'est toute une autre façon de faire qui est différente. Maintenant, pour revenir à la question, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire compétir les secteurs pour l'autonomisation de cette femme. Je pense que pour cette autonomisation, on a besoin d'un investissement qui se fasse à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, ça veut dire qu'on a besoin qu'elle se fasse au niveau communautaire avec les ménages, donc père, mère, fils et filles, mais on a aussi besoin que ça se fasse dans nos politiques. Et quand on parle de politique, souvent en Afrique ou au Congo, on peut confondre ça avec les promesses des gouvernants. Mais quand je parle de politique, ici, je veux dire des grandes règles, des grandes stratégies nationales qui sont mises en place pour accompagner les secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé que Dr Gilles nous a présenté ici, avec tous les besoins qui sont liés aux femmes. Et il y a tellement des secteurs sur lesquels nos gouvernants se sont engagés au niveau, j'ai envie de dire parce que au niveau régional, au niveau panafricain, qui ne sont pas implémentés. Malheureusement, ils n'ont pas forcément suivi la logique, parce que j'aime souvent me moquer de ça. Ils ont pris des engagements pour investir 40% dans l'éducation. Ils ont pris des engagements pour investir 10% au minimum dans l'agriculture. Ils ont pris des engagements pour investir au minimum 1% dans la santé. Et 3 autres secteurs, à la fin, ça faisait au-delà des 100% des budgets nationaux des gouvernements africains où ils ont pris des engagements d'investir. À la fin, bon, entre les crises aussi sécuritaires, on se retrouve très vite à dire « Ah ben non, finalement, on va investir dans la sécurité, 80%, et le reste, on va voir comment chiffonner un petit peu tout. » Et c'est là le vrai problème. Et c'est pour ça que je parlais de l'avantage que l'on a au niveau micro, permettez-moi de le dire, c'est que par exemple, pour le cas de la RDC, on est les mines avec des structures qui ont des responsabilités sociales, qui reversent, et que cette distribution se fasse. On a l'exemple aujourd'hui, ils ne sont pas toujours les modèles dans tous les secteurs, l'Arabie Saoudite, mais au moins sur le secteur de la redistribution des dividendes de leur pétrole, on le voit de ce que devient leur État. Et c'est un peu mon combat, et c'est pour ça que je martèle là-dessus, mais ça ne nous excuse pas
Et c'est le combat que le docteur Gilles et même Madame Mianda le disaient, qu'au niveau ménage, au niveau des familles, au niveau des us et des coutumes, que l'on puisse avoir aussi beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'efforts qui soient faits pour que la communication, mais même les tissus structurels sociaux changent. Malheureusement, au milieu rural, beaucoup d'hommes sont en train ne pas avoir la masculinité positive, si je peux le dire comme ça. Merci, merci Madame Valériane. Docteur Gilles, en parlant de mesures, ou je dirais de mesures incitatives, comment vous, dans votre domaine, le domaine de la santé, vous pourriez proposer, quel genre de mesures incitatives vous pourriez proposer pour accélérer le progrès? Parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième partie du thème de ce soir, c'est accélérer le rythme. Donc, accélérer le rythme, ça veut dire qu'il y a un gap, que nous ne sommes pas encore là où nous souhaiterions être. En parlant plus particulièrement de la RDC, pour avoir été récemment en RDC pendant 3 ans, j'ai noté que oui, nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres pays d'Afrique, puisque j'ai visité plusieurs autres pays, un petit peu plus intéressés dans le secteur de la politique, etc., et du business consulting. Donc, quelles seraient les mesures, Dr Gilles, que vous pourriez proposer pour accélérer le progrès en réduction des inégalités? Je vais peut-être revenir sur la question de changement, changement de mentalité, changement de comportement. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'étais partisan des petites victoires. Parce que justement, comme disait Madame Valériane, sur le plan des choses qui ne suivent pas. Au moins, à petite échelle, on peut faire certaines choses. Déjà, regardez, moi j'ai toujours considéré la journée des droits des femmes comme le symbole d'un combat. Le symbole d'un combat, le symbole d'une revendication. Mais il y a quelques années, il y a eu un dévoiement où tout cela ne se limitait qu'à porter des pagnes et à se réjouir. Comme si, en fait, on avait atteint le but pour lequel les gens se sont battus des années durant. Quand on interroge l'histoire des combats, les combats des femmes russes en 2017, les combats des New-Yorkaises, la révolution tranquille au Québec, et les femmes se sont battues. Simone Veil s'est battue en France. Mais chez nous, c'est porte-étendard combat. Quand on les a eus, ben, très vite, elles ont été étouffées et elles n'ont pas porté ce combat jusqu'au bout. Moi j'ai toujours eu une frustration. On a eu beaucoup de chance en RDC hein, d'avoir une, comment on appelait ça à l'époque, département de conditions féminines, c'est ça qu'on appelait ça comme ça. Et les femmes sont rentrées de Beijing très enthousiastes. Et elles sont arrivées avec des résolutions. C'était vraiment un tournant pour la question de l'émancipation des femmes. Quand elles sont allées au Parlement, ça a bloqué. Ils ont bloqué. Ils ont dit, ben, c'est quoi cette histoire? Elles viennent nous prendre nos droits. Elles veulent venir jouer aux petites occidentales. Ça ne marche pas. Et ça a été une grosse désillusion. Ça a découragé beaucoup. Donc, je suis vraiment d'avis qu'il faut aller pour des petites histoires. Dans le projet comme les nôtres, hein, moi j'ai la chance de travailler quand même avec la coopération canadienne où la question de l'égalité de genre est une question universelle. Je vais donner 2 ou 3 ans. Moi j'appelle une infirmière qui devait venir à une session de renforcement de capacité. Elle me dit, docteur, je viens d'accoucher, je ne peux pas venir à la formation, j'ai personne pour s'occuper de mon enfant. Et voilà. Ben, je lui dis, madame, vous venez avec votre enfant, vous venez avec un accompagnant, je prends ça sur le... Mais vous vous portez sur les soins après l'avortement. Et extrêmement important pour une infirmière comme elle rurale, parce que si elle rate cette session de formation, elle ne pourra pas porter secours justement à toutes ces filles qui sont des charlatans et qui risquent de mourir.
Quand elle est arrivée, elle a été surprise qu'on lui donne la chambre la plus vaste. On lui a attribué la chambre la plus vaste, on lui a donné le confort qu'il faut et on a demandé à l'autre s'occuper particulièrement d'elle. Ça, c'est des petits incitatifs qui vous poussent justement à ne pas faire manquer d'occasion aux femmes. Je dis toujours aux femmes des structures de santé, quand vous manquez à offrir la contraception dont elle a besoin et qu'elle tombe enceinte, mais vous ne savez pas ce qu'elle rate. Elle est fatiguée, elle ne sait pas travailler, ou encore dans les pires des cas, on va la faire travailler dans cet état-là. Elle va vieillir beaucoup plus rapidement, elle ne va pas de ses enfants, et donc son pouvoir économique va être totalement réduit. D'autres incitatifs que nous, on a créés, par exemple, dans la zone de santé de Makala, on peut penser que Makala est une zone rurale, est une zone urbaine, mais en fait, c'est une zone semi-rurale. Et en faisant une analyse, on s'est rendu compte que les femmes venaient très peu aux structures de la santé par. En parlant avec les femmes, elles vous disent, mais les femmes, on leur a proposé, avec elles, on a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé le comité des femmes utilisatrices de services. De pouvoir screener ce qui se passe au niveau de l'offre de services et être maintenant l'interlocuteur des dirigeants du centre de santé pour le... Nous avons fait ce travail pendant 6 mois. Et je vous assure, avec un accompagnement beaucoup plus long, mais ce sont les femmes-là qui sont allées appeler le sensiblement. Donc, une petite victoire comme ça, où on peut tenir en compte les besoins spécifiques des femmes culturelles suisses. Je de savoir que le protocole de Maputo a été signé, mais même dans les 4 cas qui sont acceptés pour un avortement totalement légal, mais les services de santé, les médecins, les infirmiers rechignent à offrir les services parce qu'ils ont peur qu'un magistrat leur tombe dessus et les prenne parce que c'est un travail qui doit être fait pour pouvoir créer des conditions pour qu'au niveau de la connexion bug un petit peu. Avant et on peut trouver des solutions. Merci, merci, Dr Gilles. Madame Mianda, juste pour rebondir un petit peu sur ce que Dr Gilles vient de dire, en fait, pour parler de petites batailles et aussi de grands projets qui se font en RDC. Le docteur Gilles vient de dire quelque part ici qu'il ne voit pas assez de femmes au front, en fait. Il a dit qu'il ne voit pas assez de femmes au front et que c'est certainement parce que, bon, on est un petit peu en retrait par rapport à la politique, etc., les choses qui se passent avec la politique. Pour vous, comment est-ce que vous pouvez, comment dire, quel genre d'incitation, en fait, quel genre d'incitation et quel genre de mesures vous pouvez mettre en place pour pouvoir mettre des femmes au devant de ces projets, etc. Comme par exemple, je vais donner un exemple, c'est le projet, bon, bien sûr, c'est la première dame, Maman Denise, c'est la première dame. J'ai vu quelque part qu'elle a un projet qui s'appelle Intelligence, il y a quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, et qui donne des bourses à des femmes, à des jeunes filles, en fait, des jeunes filles pour aller étudier et pour ensuite revenir travailler en RDC. Est-ce que vous êtes en faveur de ce genre de grand projet ou vous voudriez voir plus de Mianda Mwepu-Eton à Kinshasa qui travaillent ensemble, main dans la main, avec des gens comme Dr Gilles, avec des gens comme Madame Valérie Ndena, etc. Qu'est-ce que vous pensez qui marcherait mieux dans le cadre de la RDC, par exemple? Sans vouloir être très critique, je vais dire que je ne crois pas à ce modèle-là. Je n'y crois pas, tout simplement. Nous sommes une population de 100 millions ou plus aujourd'hui.
c'est vrai, c'est bien de pouvoir envoyer quelques jeunes dames d'aller acquérir de nouvelles connaissances à l'étranger, mais l'impact par rapport à l'échelle, moi, ça me préoccupe. Parce qu'en même temps, on est en train de parler d'un faible taux d'alphabétisation et de scolarisation des filles ici, déjà ici au Congo. Donc, ça veut dire que même par des programmes comme ça, c'est vraiment, allez, j'ai pas envie de dire une goutte, parce que c'est pas rien, mais voilà, voilà. Ça veut dire que une grande partie des filles, des jeunes filles en zone rurale n'auront jamais la chance de faire partie de ce genre de programme parce que nombreuses ne sont même pas scolarisées. Je ne parle même pas des zones rurales, je parle même de Kinshasa ici. Quel est le pourcentage des filles qui pourront bénéficier de ça? Je suis aussi pionnière des petites victoires, comme l'a dit le docteur. Et je pense que la connexion de Madame Bienda bug. Vous êtes à Kinshasa, elle n'a pas une excellente connexion à Kinshasa. Ouais, il y a un problème de connexion. Hein. Allez-y, on vous entend, Madame. Alors, on va revenir sur Madame Valériane. Alors, Madame Valériane, elle va nous parler un petit peu de... Si vous aviez l'opportunité, par exemple, de faire un projet ou de faire quelque chose à Kinshasa pour améliorer la condition des jeunes filles dans la capitale, qu'est-ce que vous feriez en premier? Ça, c'est une question ambitieuse. Après, j'entendais le docteur Gilles sur les, comment on dit, les petites gouttes, mais qui font les grands, qui font tenir les grandes communautés, ou alors aller sur un modèle top-down. Donc, je pense que, comme je disais, je crois fermement qu'on doit attaquer sur les deux fronts. On ne peut pas, autant qu'on fait pour les projets basiques au niveau communautaire, familial, on doit aussi ne pas oublier que beaucoup, et comme il le disait même, hein, ceux qui font les règles sont en train de mettre en danger beaucoup de ce qu'on fait au niveau communautaire. Donc, si on ne fait pas attention à eux, ça peut être très grave. Pour répondre à votre question, un projet, tout dépend. Si c'est un projet policies, donc politique en termes de stratégie et de la réglementation gouvernementale, ce serait déjà toute la question du droit à l'avortement. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis sur Internet avec ça, mais je pense que c'est quand même un droit et c'est un droit des femmes. Mais on a aussi parlé de la question de l'éducation et de l'éducation des jeunes filles qui peuvent, à mon avis, devenir même à une certaine mesure punissables, surtout quand on a des programmes comme l'école pour tous qui est en train, avec les hauts et les bas, en train d'être mis en place. Il y a toute une question là-dessus. Et pour suivre tous ces policies, je pense qu'il y a aussi un besoin de voir j'aime les chiffres, donc la planification qu'on a aujourd'hui avec le nombre de jeunes femmes, de filles, de petites filles, ceux qui sont encore à la gardienne ou même avec les nounous et qui vont d'ici 2 ans être à l'école, le niveau et le nombre d'écoles disponibles qui sont sur la ville de Kinshasa, il n'y a pas photo, ça ne suit pas. Donc, sur un modèle d'un programme d'école pour tous, on a besoin d'investir sur de l'infrastructure, on a besoin pardon de voir grand, mais d'investir sur l'infrastructure éducative pour que nos systèmes soient forts. On a fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui est amélioration du système, l'aligner au système international, c'est bien, mais maintenant, si on veut que l'école soit admissible pour toutes nos filles, il y a ça. Il y a même des initiatives qui sont faites, et nous, on l'a fait, je pense, dans le Sud Kivu, où les familles dans le milieu rural nous disaient, ça c'est un tout petit projet qui peut être fait à très basse échelle, dans un quartier, une commune, et c'est une idée qui peut être donnée, où les familles disaient, écoutez, notre jeune fille qui a 14 ans, on ne veut plus qu'elle aille à l'école, et c'était qui touchait en fait les écoles secondaires. Parce que le taux de relâchement ou des jeunes filles
à partir de 12 ans était beaucoup plus élevée. Donc, quand on a fait un petit survey, on s'est rendu compte très, très vite qu'elles quittaient parce qu'elles aidaient au ménage à la maison, mais surtout parce qu'elles aidaient au petit commerce qui permettait au ménage de survivre au jour le jour. Donc, la mère et les jeunes garçons qui essaient de s'harmoniser après leur école primaire allaient au champ. Bon, le papa, il buvait un peu le vin de palme, mais la jeune fille allait au marché pour vendre un petit peu ce qui avait été cueilli la veille. Donc, l'incitation qui avait été mise en place, c'était d'avoir une enveloppe financière parce que sa contribution au ménage était estimée à peu près à 35-40 $ américains en valeur nette tous les mois au ménage. Donc, de dire, OK, c'est ça qu'elle vous apporte tous les jours et c'est ça que ça représente sur le mois. Alors, est-ce que si on vous donne à votre ménage 40 à 45 $ américains en valeur nette tous les mois, est-ce que cette jeune fille peut aller à l'école? Ils disent non, pas de problème. Et donc, ça devient là un lien à mettre avec les directeurs des écoles pour que les parents voient l'intérêt de dire, parce que ce n'est pas toujours qu'ils ne veulent pas que la jeune fille aille à l'école. C'est aussi, comme j'ai montré, qu'il y a un besoin, soit on meurt de faim, soit vous allez tous à l'école. Comment on fait? C'est aussi des mécanismes de survie qui sont mis en place au niveau ménage pour leur permettre de tenir. Et malheureusement, je crois, Madame Menda, vous l'avez déjà souligné, le gros du fardeau tombe sur nos jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose qui est communautaire, structuré dans les habitudes. Et c'est après que quand les familles ont remarqué que les jeunes filles étaient vraiment épanouies à l'école, etc., qu'elles ont compris. Donc, avec le mécanisme pour que les écoles, en mettant en place des cantines scolaires, donc rachètent directement la production aux parents, ça a aussi renforcé leur intérêt de dire, OK, on doit vraiment avoir nos enfants à l'école. Mais c'est tout un cycle, c'est pour ça que je parle de l'intégration de nos secteurs de besoins primaires qui doivent être sensibles aux besoins de la femme et de la jeune fille et être intégrés de manière générale. Je pense que c'est vraiment essentiel. Okay. Merci beaucoup, Madame Valériane. C'était très pertinent ce que vous venez de nous dire. Nous avons Madame Gisèle Ndaya qui est connectée. Madame Gisèle, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonsoir. Ok, on vous entend. Alors, je vais vous représenter, comme ça vous pouvez contribuer aussi à l'émission. Je pense que vous avez eu des soucis de connexion, mais je crois que c'est réglé. Donc, Madame Gisèle Ndaya est présidente du conseil d'administration de la Caisse de solidarité et gestion des catastrophes humanitaires. Madame Gisèle est aussi ancienne ministre du genre, de la famille et des enfants de la République démocratique du Congo. Donc, Madame Gisèle, vous allez vous présenter succinctement et nous parler un petit peu de vous et de ce que vous faites en ce moment. Je profite de cette occasion. Merci d'abord de m'avoir accordé cette opportunité. Je profite de cette occasion d'abord pour souhaiter, mieux vaut tard que jamais, une bonne journée de la femme à toutes les femmes congolaises. Et en particulier, je présente mes compassions à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, juste du côté de l'Est. Comme vous l'aviez dit, je suis ministre honoraire du genre famille enfant au gouvernement Sama 1 et actuellement je suis présidente du conseil d'administration de la Caisse de solidarité, gestion humanitaire de catastrophes. Dans l'entretemps, je suis politique, comme vous le dire, présidente d'un parti politique qui vient de réaliser 10 ans il y a 3 jours. Et aussi présidente nationale d'une grande structure, un réseau de femmes leaders et vision politique. Donc, vous êtes en face d'une femme à 1000 bras, une mère et tout ce que vous voulez. Je suis très intéressée par rapport au débat. Bon, je suis un peu de dans le vécu, malheureusement, parce que je viens d'atterrir il y a quelques minutes à Johannesburg. J'avais dit au père Kojo que je ne pouvais pas quand même manquer cette émission parce que ça marque quand même le combat de la femme, un combat
un bon nombre de femmes qui ont milité longtemps pour qu'aujourd'hui on en bénéficie, même si cela ne se fait pas sentir, mais quand même il y a des avancées. Des avancées, pourquoi? Parce que j'interviens directement à ce qui concerne la scolarité de la jeune fille qui aujourd'hui, hier j'étais ministre, aujourd'hui je peux même dire qu'il y a des avancées parce qu'en évaluant, nous avons vu que la fille est à l'école aujourd'hui. On a augmenté quand même les statistiques, mais à ce qui concerne la reproduction, la santé des reproductions, comme l'a dit Dr Jules, parce que j'étais en train de ramasser un peu là, en me précipitant dans le véhicule, nous sommes butés devant une difficulté d'abord en tant qu'Africaine. Il y a les cultures et les présenteurs qui sont en train de peser sur la femme. Et le nombre de tribus que nous avons chez nous ne permettent quand même pas qu'on puisse directement insérer cette formation dans les femmes. Donc, c'est tout un processus que nous devons quand même suivre, mais dans l'entretemps, il y a quand même beaucoup qui ont appris, et il faut continuer toujours. Et enfin, je voudrais encore intervenir, ce qui freine la promotion de la femme, dites-vous bien, ce sont des moyens. On ne va pas quand même se voiler le visage. La femme présente une image pauvre, un visage pauvre. Pourquoi? Parce que dès la créature, la femme est toujours en second plan. Et l'homme en a profité pour jouir et avoir plus d'avance sur la femme. Et aujourd'hui, la femme est en train de travailler dur pour essayer, je ne sais pas dire, rattraper ce qu'elle a perdu au moment où ça ne sera pas d'un jour, mais quand même, si elle a des ouvertures, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de militer, ce n'est pas un cadeau qu'on donne aux femmes, mais elles sont dans le droit. Elles sont dans le droit et elles doivent quand même jouir de même opportunités au niveau professionnel et pourquoi pas au niveau du ménage. Madame Gisèle? Allô? Madame Gisèle, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Okay, j'ai une question pour vous. En tant que ministre, quelles sont les mesures relatives que vous aviez proposées ou que vous pourriez proposer, même plus tard, pour accélérer le progrès dans la réduction des inégalités entre hommes et femmes? Si vous pouvez nous parler de ça un peu plus dans le détail. Bon, en tant qu'ancienne ministre et activiste de droits de la femme, je crois que je suis obligée de continuer de militer sur ce que nous avions commencé pour atteindre les résultats. Bon, moi je me dis toujours développer beaucoup de choses, c'est par moment être dans beaucoup, mais c'est mieux d'être précise. Précise, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la RD Congo, par exemple, est allée aux élections. C'était une opportunité pour qu'on ait beaucoup de femmes et ces femmes-là allaient permettre aux autres de voter des lois, parce que ce sont des lois qui protègent la cause de la femme. Parce qu'aujourd'hui, si on doit aller dans des négociations, dites-vous bien que nous n'allons rien gagner. Mais avec des lois, tout le monde est contraint devant la loi. Et donc, moi, je dis, on continue à militer, même pour celles-là qui sont députées aujourd'hui, qu'on les accompagne pour qu'elles puissent quand même proposer des lois, et ces lois-là seront de garde. Voilà tout ce qu'on peut demander. Voilà tout ce qu'on peut faire pour demander. Sans qu'il y ait des lois qui protègent la femme, dites-vous bien que nous continuerons toujours à parler et il n'y aura pas de désavantages. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Nous allons donc accorder un mot de la fin à tous les intervenants. Je vais d'abord commencer par Madame Valériane, puisqu'elle doit nous quitter bientôt.
Valériane, vous êtes là? Elle est partie, je pense. Apparemment, oui. Elle est partie. Ok. Oui, oui, je pense. Alors, on va aller vers Madame Yanda. Madame Yanda, si vous avez un mot de la fin et peut-être, je ne sais pas comment formuler ça, un conseil que vous donneriez à une jeune fille aujourd'hui qui se retrouve dans une situation où elle n'a pas la possibilité de prendre la parole. Quel conseil lui donnerez-vous et quel serait votre mot de la fin? Merci. D'abord, je tenais à m'excuser des problèmes de connexion que j'ai connus. Je n'ai pas vraiment pu finir mes pensées à chacune des interventions. Ensuite, si j'avais un conseil à donner à la jeune fille, c'est, je sais que ça fait cliché quand on dit de se prendre en charge et que parfois ça ne dit rien du tout pour une personne qui ne sait pas par où commencer. Mais je vais dire aussi que l'apprentissage, je crois que vraiment l'autonomie commence aussi, je vais le redire, au niveau mental. La précarité que la femme connaît aujourd'hui, il faut que la femme continue à se battre. Je déplore beaucoup les cas des jeunes filles que je rencontre aujourd'hui qui baissent les bras malheureusement parce qu'effectivement les défis sont énormes pour pouvoir émerger dans une société comme la nôtre où les questions d'équité, de parité et autres sont encore en pleine discussion. C'est vrai, comme l'a dit Madame tout à l'heure, les lois doivent être là, oui, mais c'est aussi le renforcement de ces lois qui est aussi très important parce que je crois qu'il y a maintenant beaucoup de mécanismes juridiques en place qui parlent justement de la parité, de tout ce qu'on est en train de dire déjà. Mais le problème se pose au fait dans la mise en pratique, dans le renforcement de ces lois. Et j'espère que, bon, les choses, c'est vrai qu'il y a des petites victoires qu'on ne peut pas ignorer, mais il faut que ça continue. Quand on a parlé tout à l'heure du rôle de la femme, de la présence de la femme dans tout ce qui est en train d'être mis en place en termes de politique, que ce soit sanitaire, que ce soit économique et que ce soit autre, si la femme n'en fait pas partie, il est très difficile que les perspectives de la femme soient prises en compte pour combler ce gap réellement, de connaître ses réalités. Donc, parfois, on approche les problématiques liées à la femme d'une perspective qui n'est pas féminine. Et c'est très difficile que ça soit adéquat pour emmener des solutions réelles dans toutes les souches de la société et dans toutes les sphères aussi. Donc, beaucoup plus de femmes dans les postes décisionnels, oui. Quand on met des politiques en place, qu'elles puissent faire partie de celles qui vont les élaborer. Les jeunes filles, elles doivent se préparer maintenant. Les formes d'apprentissage et d'éducation ne sont pas toujours liées à la forme traditionnelle où on a un cursus universitaire de 10 ans et autres, mais il y a aussi les possibilités de s'attacher avec des mentors qui peuvent les aider à acquérir des compétences et des connaissances pratiques. Ça aussi, j'en suis vraiment pionnière. Et aussi, quand on parle d'apprentissage de métier, ça aussi, c'est aussi une forme qui peut beaucoup aider. On ne peut pas tous être avocat, on ne peut pas tous être médecin dans ce pays, on ne peut pas tous être journaliste, mais on peut apprendre quelques skills qui peuvent nous aider, à acquérir une certaine autonomie. Mais comme on l'a dit, c'est tout un système qui doit changer. Ce n'est pas en le faisant partiellement que les choses, la position de la femme va vraiment changer. Sinon, moi, je vous remercie, Madame Patricia et aussi Padre, parce que c'est une initiative vraiment louable de créer des espaces de dialogue comme ça. Et félicitations à vous. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Gilles, alors, en tant qu'homme et au sein de votre foyer, en fait, quel genre de comportement vous avez pour mettre en valeur, en fait, l'équité et
apprendre à vos filles ou à vos enfants que c'est important de ne pas faire la différence entre un homme et une femme et que c'est important pour une femme et pour une jeune fille d'avoir accès à l'éducation. Comment est-ce que vous abordez cela dans votre foyer? Je pense que il y a des choses. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père très aimant. Ma mère a eu beaucoup d'enfants. Ce qui fait que vers les tout derniers, elle était vraiment fatiguée. Et donc, je crois que les tout petits, c'est mon père qui s'en est occupé. Hein. Toutes les nuits, c'est lui qui se réveillait, qui faisait le biberon. Moi, j'ai appris à aller au marché avec mon père. Et donc, aujourd'hui, moi, je lave mes enfants. Moi, mes tout jeunes, moi, je me réveille le matin pour m'en occuper. Et il est important justement qu'au niveau d'un foyer, on ait un certain équilibre par rapport aux tâches. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? La femme et l'homme travaillent, les deux vont au boulot et quand ils rentrent, le monsieur s'installe au salon, il met ses pieds sur la table et la maman doit retourner à la cuisine. Je pense que ce n'est pas équitable dans la répartition des tâches. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants. J'essaie de leur dire que tous doivent participer à la vie de la maison. Quand on a fini de manger, il faut débarrasser. C'est important de dresser son lit, etc. Moi, je n'ai que des garçons. Hein. J'ai pas de filles. Et mon grand garçon, qui est maintenant aux études universitaires, il est obligé de préparer tout seul. Donc, il le fait. Peut-être que moi, pour conclure, si vous permettez, moi, je vais parler de deux erreurs fondamentales sur la question d'égalité de genre et de l'émancipation de femmes. C'est considérer que la question de l'égalité de genre et de l'émancipation de femmes, c'est une question de femmes. On commet toujours cette erreur-là de mettre les femmes ensemble qui réfléchissent entre elles, comme si, en fait, c'est de seule leur réflexion que pourrait sortir justement une plus grande compréhension de la question d'équité et d'égalité de genre. Je pense que c'est aussi et surtout une affaire d'hommes. Parce qu'en fait, c'est eux qui bloquent. C'est eux, justement, qui ne veulent pas que les choses changent parce que culturellement, ils sont assis dans un certain confort. Il faut leur expliquer qu'ils ont intérêt à avoir des femmes en bonne santé. Pour qu'elles soient en bonne santé, justement, elles ne doivent pas avoir beaucoup d'enfants, elles ne doivent pas subir les corvées, etc. Donc, il faut faire des hommes des alliés. Et la question de la masculinité positive doit être au centre. Il faut expliquer pour que les gens comprennent. Je ne sais pas, Madame la ministre, comment vous vous sentiez quand vous ameniez vos affaires de femmes, comment vous vous sentiez au Conseil des ministres? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir des alliés? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir le Premier ministre avec vous? Parce que voyez-vous, si c'est votre allié, il peut faire avancer les choses. Simone Veil a pu justement avoir la bénédiction du président et du Premier ministre pour pouvoir avancer. Ce n'était pas gagné qu'elle fasse passer la loi, mais elle a réussi à convaincre l'hémicycle. La deuxième erreur, c'est de penser que la question d'égalité de genre est universelle, simplement universelle. Oui, la question est universelle, mais les solutions sont locales. Madame, moi j'étais à Ingende, vous dites qu'on a avancé dans les statistiques pour les femmes, mais cette Ingende, il y a quelques mois, c'est que le mardi et le vendredi, parce que c'est jour de marché, les filles ne viennent pas à l'école. Elles ne viennent pas à l'école parce qu'elles doivent aider les mamans à vendre. Et vous allez demander à cette fille d'être aussi performante qu'un garçon qui vient tous les jours. Et au milieu de nos familles, quand les garçons reviennent de l'école, ils jouent au foot, mais la fille va à la cuisine. Eux, ils ont le temps d'étudier, elle doit faire la vaisselle. Ça, c'est une grosse erreur. Et un conseil, je pense qu'il faut investir dans les jeunes. Il faut apprendre à la nouvelle génération une autre manière d'appréhender les relations entre les hommes et les femmes. Et j'insiste encore, pour mon confort personnel, je préfère me contenter des petites victoires chaque jour et en essayant de faire tache d'huile pour que justement on ait une masse critique beaucoup plus grande en attendant que le structurel puisse arriver. Voilà, je vais remercier comme Madame Nyanda cette initiative. Père Jean-Pierre, merci beaucoup. Madame Temouni pour votre modération. Je vous félicite et je suis très, très heureux. Je reviendrai avec plaisir, peut-être pas dans une année, mais si on m'invite. Voilà. Merci, docteur. Madame Gisèle Ndaya,
est-ce que vous avez un mot de la fin? Malheureusement, vous nous avez rejoint un peu tard, malgré les intempéries de connexion Internet. Vous avez bien fait de venir parce que votre apport est très important. Si vous avez un mot de la fin ou un conseil ou je dirais peut-être une bouteille comme ça à jeter à la mer pour les jeunes filles, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous aurez comme conseil à donner aux jeunes filles aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant d'y arriver, je reviens sur ce que Dr. Jules a dit. En ce qui concerne ce concept masculinité positive, bon, c'est le même combat que nous avions jusqu'à aujourd'hui de la promotion de la femme. À côté de ça, l'homme participe dans la promotion de la femme. Alors aujourd'hui, on a fait de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo champion de la masculinité positive, mais ça ne peut quand même pas s'arrêter là. Et c'est la façon de voir les choses. Ce qu'il est en train de faire pour la promotion de la femme, moi je pense que ça doit commencer du sommet, là où il est, et ça descend jusqu'à la base. Je crois une fois, je lui en avais parlé dans une des réunions pour dire que oui, chez vous, on n'en discute pas, mais voilà maintenant dans des institutions, dans des écoles, dans des ménages, cette masculinité positive n'est pas en application. Donc, il y a encore un grand travail à faire pour voir comment inculquer cela dans la mentalité de nos partenaires qui sont les hommes. Voilà un peu ce que nous pouvons peut-être faire. Là, déjà, je suis dans les recommandations. C'est pour dire que le combat est encore là. Rien n'est encore un acquis. Donc, comme l'a dit ma soeur qui a intervenu il y a quelques minutes, pour dire que nous devons travailler d'abord le mental des femmes et ensuite apprendre à la femme déjà à faire un métier, l'apprentissage, parce que tout le monde ne peut pas faire de la même manière, tout le monde n'a pas la même opportunité. Donc la femme doit en tout cas avoir quelque chose qu'elle est en train de faire et au fur et à mesure qu'elle évolue, avec la formation, les renforcements des capacités, elle quittera le moins qu'elle a, elle pourra peut-être être satisfaite par rapport à ce qu'elle aura fait. Je reviens toujours pour dire que ce qui freine le développement de la femme aujourd'hui, c'est le manque de moyens. J'ai circulé partout, la femme n'a rien. La femme n'a rien, maintenant il faut contourner cette difficulté. On ne va pas donner l'argent à toutes les femmes. On a dit ici, nous sommes plus de 100 millions d'habitants, mais dites-vous bien qu'avec un message, avec une formation, la femme peut quitter ce qu'elle est et devenir autre. Et ce sera déjà une promotion pour elle. Pour terminer, les jeunes filles, je continue toujours à sensibiliser, les encadrer, parce qu'il y a l'éducation à la base. Il y a beaucoup qui aiment la facilité. Elle s'est dit, bon, je peux faire ça vite et je gagne. Mais elle le fait mal. Donc, il faut qu'il y ait tout un processus. Aujourd'hui, j'ai été ministre, aujourd'hui je suis PCA, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai bénéficié du tout comme ça. Donc, il y a eu un temps de travail, il y a eu des difficultés. Je me suis battue pour faire entendre ma voix, mes compétences. Et aujourd'hui, je suis élevée. Pareil avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, je crois que nous devons commencer avec elles par des formations et ensuite, elles pourront peut-être voir autrement les choses. Je tiens à remercier Père Jean-Pierre. Je vous remercie particulièrement, Madame la modératrice, je n'ai pas retenu le nom, et les autres intervenants aujourd'hui. On ne pouvait quand même pas passer cette journée comme ça sans réfléchir sur l'avenir de la femme.
dites-vous bien que le combat est encore là, mais il y a des avancées. Nous continuons, nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce qu'on puisse atteindre 50-50. Moi, je crois que ce sera l'idéal. Merci beaucoup. Merci, Madame Gisèle. Alors, merci vraiment beaucoup à tous, en tout cas, et à toutes, pour vos contributions. Nous allons devoir clôturer pour des contraintes de temps. Un grand merci à Madame Gisèle Ndaya pour votre contribution. Merci, le docteur Gilles Bolekou. En tout cas, nous avons été enrichis par votre contribution. Merci et j'espère vous revoir très bientôt. Merci, Madame Yanda Mouepou-Eton. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir travaillé ensemble. Je n'ai pas eu le temps de dire qu'on a déjà travaillé ensemble sur un projet. J'arrive à Kinshasa bientôt et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler une fois encore ensemble. Et en tout cas, merci pour votre contribution. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais aussi remercier le Père Jean-Pierre qui est dans la régie et qui est derrière avec toute la technique. Merci, merci beaucoup. En tout cas, de me donner l'opportunité d'animer cette édition. C'était très important pour moi. Merci à ceux qui nous ont suivis à travers YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Et spécialement un merci à Thérèse à Baltimore, aux États-Unis. Merci à Joy à Bruxelles pour votre contribution. Et merci à Laetitia à Paris. Nous nous retrouverons mardi prochain pour la prochaine édition de Dialogue avec. Et vous pouvez retrouver aussi la rediffusion de cette émission d'aujourd'hui, demain, donc samedi à partir de 14h. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire au revoir et à bientôt.